Arc-en-ciel. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel. Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Et comme ça a été convenu, nous sommes heureux d'être en ligne avec notre premier intervenant, monsieur Mohamed Al-Louizi. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Bonjour et merci de votre invitation. Eh bien écoutez, le plaisir est pour nous et comme vous le savez, l'émission Arc-en-ciel depuis plusieurs années maintenant, qui est en train de travailler sur ce dossier de l'islam, hein, donc d'une manière transversale, et on donne la parole à tout le monde pour avoir une vision plus large, le plus large possible par rapport à cette question qui a fait couler beaucoup d'encre, mais aussi qui a secoué aussi la France avec les attentats que tout le monde se souvienne. Et c'est pourquoi on a pris la charge sur notre dos à travers cette émission de clarifier un certain nombre de volets d'ombre, hein, je les appelle, mais aussi de clarifier aussi la position des gens qui sont honnêtes et qui essayent de développer le vivre ensemble. Il faut bien préciser à notre auditoire que M. Mohamed Al-Louizi, c'est un franco-marocain ingénieur électrotechnicien de métier et essayiste engagé dans les débats de société concernant l'islam en France et les mouvements islamistes. Auteur Pourquoi j'ai quitté les frères musulmans, retour éclairé vers un islam apolitique, je crois édition Michelin 2016, c'est ça. Plaidoyer pour un islam apolitique, immersion dans l'histoire des guerres des islams, toujours pareil avec le même éditeur en 2018, et libérer l'islam de l'islamisme, Fondapol 2018, en plus de dizaines d'articles et de décryptages accessibles sur le blog Écrire sans censure. Bah écoutez, c'est Mohamed Al-Louizi, bienvenue dans cette émission qui est aussi sans censure. L'objectif, c'est la vérité et aussi de permettre aux uns aux autres de clarifier leur point de vue. Et vous êtes un acteur intellectuel de taille par rapport à ce dossier de l'islam de France ou en France. Et ma première question est directe. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à l'état de l'islam actuel en France? Aujourd'hui, on peut regretter qu'il y a un état de confusion totale, globale, que ce soit chez le citoyen français lambda qui ne comprend pas et qui se trouve dans une situation d'insécurité culturelle par rapport à l'histoire qu'il a connue de la France et qu'il voit que depuis un certain nombre d'années, le paysage est en train de se métamorphoser. Un certain nombre de revendications qui n'existaient pas il y a quelques années, aujourd'hui, ils ont pignon sur rue. Un islamisme qui, au-delà des attentats douloureux depuis le 7 janvier 2015, passant par tous les autres attentats qu'on a connus en France et ailleurs, le citoyen français lambda est déboussolé par rapport à ça. Mais il n'y a pas que lui. Il y a aussi le citoyen français musulman. Je rajoute musulman juste pour préciser que la communauté nationale contient aussi en son sein une composante qui a une foi musulmane, une culture musulmane, et puis peut-être des origines, peut-être sans parler de la pratique proprement parlée. Hein. C'est vraiment un sentiment religieux qui est dicté par une foi parfois observé, parfois non observé dans la pratique. Il y a aussi une sorte de confusion chez cette frange de la société, une confusion entretenue par l'islamisme qui a fait de son idéologie l'égale d'un récit de la foi. Et si vous permettez, je veux juste préciser un mot. Il y a, commençons d'abord par poser la question des définitions qui nous paraît essentielle. Quand on nous parle du terme islam, si vous posez la question à n'importe quel musulman, vous aurez peut-être une définition par musulman, voire, et là on se rend compte qu'en fin de compte, l'islam ne peut plus s'écrire au singulier, ce sont des islams, ce sont des visions de l'islam qui existent, qui coexistent, et je dirais tant mieux. Maintenant, l'islam, si on veut revenir à l'étymologie du terme, ça dépend des époques. C'est un terme qui est
polysémique depuis sa naissance. Certains le traduisent par la soumission, d'autres le traduisent par la paix, d'autres font un amalgame ou une liaison entre les deux et disent que l'islam c'est la soumission à la paix. D'autres disent non, c'est pas la soumission, ce n'est pas se soumettre à Dieu, c'est se remettre à Dieu. On va pas rentrer dans ce débat étymologique, mais on va rester stricto sensu sur la question de l'islam en tant que religion. Depuis que l'islam est devenu le nom d'une religion, sachant que même par rapport à ça, il y a tout un débat intellectuel qu'il faut poser, parce que le terme religion, il traduit peut-être le terme din en arabe, mais le terme din, il signifie aussi la créance. Et d'où la définition que moi je donne à l'islam. L'islam, c'est la créance, c'est une dette envers l'humanité pour répandre la paix, pour répandre la tolérance, pour répandre toutes les belles choses qu'un humain peut produire à tous les niveaux. Maintenant, l'islamisme, c'est là où le bas blesse. L'islamisme, il a instrumentalisé le récit de la foi musulmane pour un objectif purement politique. Et il veut imposer cette foi et la loi qui en découle il y a quelques siècles, il veut la ressusciter ici et maintenant, là où il arrive à trouver un mètre carré, donc il veut l'imposer. Donc l'islam est un récit de la foi qui est pluriel. L'islamisme est une idéologie qui, malgré les divergences, les représentations que l'on peut constater sur le champ islamiste, elle est unie par rapport à son but, et son but est atteindre le pouvoir politique pour soumettre tout le monde, musulman, pas musulman, à son diktat idéologique. Vous avez parlé d'islamisme et vous avez parlé d'une idéologie qui commence à prendre de l'ampleur, il faut dire les choses telles qu'elles sont, pas qu'en France, donc on est bien d'accord, donc c'est une histoire qui touche un grand nombre de pays. Et je reviens à vous, parce que moi ce qui m'intéresse dans cet échange, comme vous le savez, c'est Louisie, vous avez eu une expérience qui est assez importante et quand même a fait le fruit d'un livre. Donc pourquoi j'ai quitté les frères musulmans? De quoi il s'agit? On parle des frères musulmans, mais et deuxième question, pourquoi vous avez pris la décision de les quitter? D'accord. Donc commençons par la première question. D'abord, le passé que j'ai décrit, donc pourquoi j'ai quitté les frères musulmans pour éclairer vers un islam apolitique, est un passé qui a duré une quinzaine d'années, de 1991 à 2006. Donc, j'étais en 1991, j'avais 13 ans à Casablanca, au Maroc, là-bas dans un quartier populaire qui ressemble à bien des égards à certains quartiers de la banlieue française. Il y a l'école, il y a la mosquée, mais entre les deux, il y a la rue, mais il n'y a pas grand-chose, il n'y avait pas grand-chose pour la jeunesse. Et donc, les islamistes, notamment les frères musulmans, occupaient ce terrain-là et accompagnaient cette jeunesse vers la réussite scolaire mais pour en faire par la suite des vecteurs de la transmission et de la diffusion de l'idéologie islamiste par la suite. Donc, les frères musulmans, juste pour vos auditeurs, c'est une organisation qui est née en 1928 en Égypte, fondée par un certain Hassan al-Banna, qui est le grand-père de Tariq Ramadan et de Hani Ramadan, que l'on connaît ici en France et en Suisse. Donc, Hassan al-Banna, il était un peu choqué, d'après ce que la littérature disait, par rapport à la chute de l'Empire ottoman en 1924. Donc, 1924, les Ottomans, l'Empire ottoman rend l'âme. On a la nouvelle Turquie qui s'installe avec un système plutôt laïque. Et puis, cette chute retentissante de l'homme malade de l'Europe a suscité chez ce jeune institut la volonté de vouloir la ressusciter au terme d'un long processus d'islamisation, de réislamisation de la société. Donc, il décide en 1928 de fonder cette organisation, d'abord en Égypte, puis après, petit à petit, elle s'est développée au-delà même des frontières de l'Égypte pour arriver jusqu'au Maroc, jusqu'en Syrie. Et puis après, cette confrérie, dans les années 50, va avoir l'appui d'une petite monarchie au Golfe, qui est le Qatar, qui va aider et abriter chez lui
Youssouf Al-Qaradawi, fin des années 50, début des années 60, et puis il va leur donner tous les moyens pour développer tous les outils de prédication, les outils idéologiques pour promouvoir cette idéologie à travers le monde. Fin des années 70, début des années 80, cette idéologie va arriver jusqu'en Europe et va s'installer d'abord en Allemagne, ensuite elle va se développer en Suisse avec la création du Centre islamique de Genève par Saïd Ramadan, qui n'était autre que le gendre d'Hassan al-Banna et qui était aussi son secrétaire personnel, qui est le papa de Tariq et de Hani Ramadan. À partir de là, il y a en Europe, en Occident, il va se développer ce qu'on appelle le Tanzim international, l'organisation des frères musulmans internationale, c'est-à-dire au-delà même des frontières de l'Égypte, avec le même projet qui est le projet Tamkid, qui est le projet de créer là où on s'installe une communauté qui s'appuie certes sur la foi musulmane, mais qui a des visées purement politiques. Et si visée politique, c'est arriver à un stade de domination où c'est la loi de Dieu telle que les frères musulmans la comprennent et la promeuvent, c'est elle qui doit prendre le dessus sur toutes les autres lois, sur toutes les autres législations. Et petit à petit, ils vont créer tout un circuit d'associations diverses et variées qui va prendre en charge l'être musulman de la naissance jusqu'à la mort avec une vision de l'islam intégrale, d'où le terme des intégristes. C'est-à-dire on a une vision de l'islam qui répond à tout, qui a réponse à tout et qui veut tout dominer, c'est-à-dire elle ne laisse à la personne humaine aucune liberté pour penser autre chose que ce que dit l'idéologie. Moi, j'ai vécu dans cette idéologie, je l'ai servi pendant une quinzaine d'années, de 1991 à 1999 au Maroc, et puis de 1999 à 2006 en France, notamment à travers l'association des étudiants musulmans de France et à travers la maison mère qui est justement, si vous le permettez, on va essayer de procéder étape par étape parce que comme ça je ne reviens pas à la question de départ. Vous avez parlé comme quoi il y a bel et bien des frères musulmans et vous en faisiez partie à l'époque avec au Maroc. J'aimerais bien savoir, est-ce que d'une manière officielle, est-ce que cette organisation a bel et bien infiltré le Maroc et à quelle dimension? Je dirais que le lien entre la confrérie des frères musulmans et le Maroc est très ancien, il ne date pas d'hier ni des années 70, il date déjà des années 40. Dans les années 40, il y avait un monsieur qui s'appelle Abdelkrim Khatib, qui était le fondateur par la suite du mouvement MPCD, qui va devenir le PJD par la suite. Ce monsieur-là, il a vécu au Caire pendant les années 40, durant les années 40, il a tissé des liens avec la confrérie. J'ai appris très récemment, il y a un document que l'Haraka al-Wataniya, le mouvement national au Maroc, avait rédigé un certain nombre de revendications qui ont été données aux mains propres au roi Mohamed V. Savez-vous que ce document, il a été imprimé dans les imprimeries des frères musulmans en Égypte? Juste pour donner déjà l'ancrage historique du lien entre les frères musulmans et le Maroc, il est très ancien. Maintenant, l'amplification de cette liaison va s'opérer dans les années 70, les années de Shadida Islamia, qui va donner naissance après l'assassinat de Omar Ben Jelloun dans les années 75, et puis après la fluide. Monsieur Louisé, sur notre chaîne ici, d'une manière assez importante quand même, il y a un certain dénommé Monsieur Abdeltaif Msebq, qui est un grand recteur qui se trouve dans le sud de la France, à Toulouse, qui nous a parlé de cette histoire du Shabib al-Islamia. Oui. Et qui était réellement contre le régime marocain, donc avec des hauts et des bas d'un certain niveau très élevé. Et on constate comme simplement ces gens-là, et parmi eux il y a quelques-uns qui sont célèbres, qui sont pas loin de chez nous ici à Lyon, qui prennent des postes assez importants et qui sont au pouvoir. Selon vous, d'après votre expérience bien entendu, c'est quoi qui a fait pousser
le régime marocain a accepté des gens qui étaient contre le régime marocain et qui, parfois, quelques-uns, ils ont du sang sur leurs mains. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce niveau-là? En fait, la position du Maroc, je pense, c'est pas une position monotone, elle n'est pas uniforme. Au Maroc, tout le monde vous le dira, il y a la question de la gestion des équilibres. Dans les années 70, il faut situer la naissance et l'activisme du Chabab al-Islamia après les deux coups d'État ratés contre Hassan II. Donc, il y avait les points, en fait, les accusations étaient plutôt dirigées vers la gauche. Et donc, pour rééquilibrer tout ça, il fallait peut-être laisser un peu de liberté d'action aux islamistes pour un peu chasser sur le terrain des communistes marocains dans les années 70, les années 80. Quand vous regardez juste l'université marocaine, l'université marocaine de l'aveu même des islamistes, dans les années 70, il n'y avait pas de filles voilées. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. On n'a presque plus de filles non voilées. C'est-à-dire, il y avait, je crois, un choix politique qui a été dicté par des équilibres internes au royaume dans les années 60, qui ont fait que, on a laissé un petit peu faire les islamistes avec l'espoir inavoué que les communistes et les socialistes un petit peu tempéraient leur action. Aujourd'hui, je crois que ce choix, le Maroc le paye, et quand je vois aujourd'hui... écoutez, donc vous avez parlé que tous les membres du parti du gouvernement issus du parti Justice et Développement, ils sont issus du Chabab al-Islamia. Ils ont dit qu'ils auraient fait une sorte de métamorphose en dénigrant ou en délaissant plutôt l'action militaire et tout ce qui pourrait s'apparenter à des actes terroristes, des assassinats, mais dans la vraie vie, je reste quand même très sceptique parce que on voit ce qu'ils ont fait par exemple en Syrie, en Libye, et leur soutien à des actions de notre côté, on est juste un petit peu pas surpris. À titre personnel, je suis pas surpris. Écoutez, on les accueille à bras ouverts, des noms qui sont célèbres. Là, il faut rajouter dans l'analyse, parce que les frères musulmans, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont quelqu'un qui les aide, quelqu'un qui les protège. Et ce quelqu'un, il est toujours très actif dans le nord de l'Afrique. Quand j'ai parlé du Qatar, au jour d'aujourd'hui, moi je ne vois pas comment le Maroc peut se débarrasser de l'influence islamiste dans les sphères du pouvoir sans renégocier, revoir avec le Qatar et lui dire écoutez, l'ingérence dans les affaires nationales, c'est quand même quelque chose qu'il faut mettre sur la table. Monsieur Louisi, il y a une clarification à faire avec ce pays. Bien sûr. Monsieur Louisi, juste un point, parce qu'on va passer sur le côté qui nous intéresse de près, c'est le côté aussi France. Donc, il ne faut pas oublier que le Qatar, maintenant, il est affaibli avec le blocus des pays de Moyen-Orient. Oui, mais si vous regardez un petit peu l'activisme des frères musulmans, le centre de gravité des frères musulmans aujourd'hui, il bascule plutôt vers le Maroc. Est-ce que vous savez que, par exemple, l'Union internationale des savants musulmans que préside Youssouf al-Qaradawi, le protégé du Qatar, il a quitté la présidence en novembre 2018, et aujourd'hui, le président de cette institution internationale, il s'appelle Ahmed al-Issouni. Exactement. C'est un Marocain. Exactement. Est-ce que vous savez que, par exemple, le 27 février prochain, dans un grand hôtel à Casablanca, Ahmed al-Issouni, il invite tous les frères salafistes qui sont derrière quasiment tous ceux qui sont signés l'appel au djihad armé en Syrie, il les invite à un congrès à Casablanca. Il y a quelque chose qui se passe, il faut rester prudent. C'est vrai, il y a des signaux comme quoi le Maroc fait des efforts, et tant mieux pour un petit peu préparer l'avenir, parce que c'est de ça qu'il s'agit au fond, préparer un avenir sans l'influence des islamistes. Mais quand je vois ce déplacement du centre de gravité du Moyen-Orient vers le Maroc, vers la porte sud de l'Europe, je précise cette donne stratégique parce qu'elle me paraît très importante, il y a matière à se poser les bonnes questions et puis après avoir une discussion franche avec cette pétromonarchie qui a influencé la Tunisie, qui a quand même qui a le sang sur les mains par rapport à la question libyenne.
et qui ne peut pas être innocenté par rapport au conflit syrien. Et là, aujourd'hui, on en paye le prix. Est-ce que le Maroc, avec cette coalition frérot-salafiste qui s'installe petit à petit, est-ce que ça doit passer sans analyse? Je crois que non, le Maroc doit quand même faire très attention. Et l'Europe, elle doit poser les bonnes questions. Parce que toute déstabilisation du nord de l'Afrique, en plus de ce qui se passe en Libye, va certainement impacter la stabilité de l'Espagne et puis de l'Europe par la suite. Bien sûr, parce que là, ça tombe bien. C'est une très très belle introduction par rapport au côté aussi français. Et puisque vous parlez aussi de l'islamisme, et on parle aussi bien entendu de l'islam consulaire, et spécialement, comme vous l'avez évoqué, aussi le Maroc, on constate plusieurs choses ces dernières années qu'ils ont fait mal. Beaucoup de Marocains patriotes de se faire traiter de born in Morocco. Oui. C'est la première fois que le génie marocain se fait traiter par Born in Morocco. Et on voit comme quoi l'expérience marocaine, d'après plusieurs intervenants au sein de cette émission, ils ont dit que c'est une expérience qui a échoué. Est-ce que cet échec qui est connu, donc tout le monde le dit, même la décision de M. Macron de prendre les choses en main, l'islam de France en France, hors l'implication des pays étrangers, notamment le Maroc bien entendu, et l'Algérie et aussi la Turquie, est-ce que c'est un constat d'échec qui a des répercussions bien entendu sur la gestion de l'islam ici en France? Par l'effet papillon, je crois que ce qui se passera de l'autre côté va impérativement produire des effets néfastes en Europe. On l'a vu déjà par rapport à la Syrie, on a vu les 3 dernières années les flux migratoires, le chantage d'Erdogan par rapport à l'Europe, à l'Union européenne. On risque de voir la même chose se produire si le débat avec un certain nombre d'acteurs, et notamment avec la pétromonarchie du Qatar, ne s'engage pas sur de bonnes voies. Ça, c'est un. De deux, dans le borne Morocco, moi, ça me pose problème parce que est-ce que c'est un fait que le deuxième contingent qui est parti faire le djihad en Syrie, ce sont des Marocains après les Tunisiens. Ça, c'est un fait. Maintenant, dans l'analyse, est-ce que c'est la marocanité qui est en cause ou est-ce que c'est l'islamisme qui est en cause? Ma réponse est claire. Ce n'est pas la marocanité qui a produit des gens qui ont commis des attentats en Europe et ailleurs, mais plutôt l'islamisme. On voit que l'islamisme qui a été déployé au Maroc depuis des années, parfois par naïveté du pouvoir, parfois parce que on a fait au pouvoir marocain un chantage à la déstabilisation, donc il était un petit peu obligé de composer avec un certain nombre d'acteurs, on a laissé faire. Mais je crois qu'aujourd'hui le Maroc, il a pris conscience que l'islamisme, ça n'a jamais été une option d'avenir, c'est plutôt un problème. Ce n'est pas le cas en France, parce qu'en France, c'est ce qu'on est en train de préparer aujourd'hui, c'est plutôt tout le contraire. C'est-à-dire, on n'a pas retenu les leçons de l'Algérie, les leçons de la Tunisie, de la Libye, de la Syrie, du Soudan. On n'a rien retenu. Et on est en train de préparer une organisation de l'islam en France autour du récit islamiste. C'est un constat. On peut le développer. Bien sûr, on vous écoute, parce qu'on attend la sortie de M. le Président sur ce sujet, parce que... Ça tarde beaucoup et on aimerait bien savoir. Je fais partie de ceux qui ont déjà posé la question entre les deux tours de la présidentielle pour connaître un peu le point de vue du candidat Macron à l'époque par rapport à la laïcité, par rapport à l'islam en France, comment il compte gérer tout ça. Quel est son point de vue par rapport au développement de l'islamisme qui aujourd'hui gagne du terrain dans certains banlieues? Est-ce que l'islamisme pour la République est une option d'avenir ou est-ce que c'est quelque chose contre laquelle il faut un combat national dans le cadre d'une unité nationale, parce que l'islamisme, quand il s'installe, ce n'est pas pour composer avec la démocratie, c'est pour la détruire de l'intérieur. Mais en tout cas, on n'a pas encore compris à 100%. Monsieur Louisi, s'il vous plaît. Dans l'histoire de la gestion de l'islam ici en France, pour la première fois, un président de la République prend l'initiative
lui-même, hein, qu'on soit clair, jusqu'à maintenant, ça a été traité au niveau ministère de l'Intérieur, ministère de culte, et ainsi de suite. Ça reste là. Mais c'est la première fois que le président lui-même, après accord ce dossier, et qui propose, bien sûr, d'ici peu, une proposition concernant ce dossier. Moralité de l'histoire, il y a quelque chose qui bouge. Non, mais que ça bouge, je dirais, c'est une bonne chose qu'on pose la question. Maintenant, moi, je regarde sur les réponses qu'on a lues, on fait des fuites dans la presse, un certain nombre de publications, notamment la publication d'Hakim El-Karoui, la publication de l'Institut Montaigne, ou les publications de l'Institut Montaigne. On a vu l'initiative du CSTIF avec Marwan Mohamed. Il y a plein de choses qui se passent. La crainte aujourd'hui, c'est quoi? C'est que quand je regarde le CSCM, il est présidé par Ahmed Ogras, un très proche d'Erdogan, de l'AKP d'Erdogan. Quand je regarde l'ANIF, regardez la commission théologique de l'ANIF, elle est composée quasiment à 99,99% par des frérots salafistes. Quand je regarde le CCIF, c'est une émanation des frères musulmans. Quand je regarde la FIF que présidait chevènement et que le président aujourd'hui, que Ghal Benchir, on voit que jusqu'à très très récemment, la FIF a aussi financé un centre frériste à Strasbourg. Donc, vous voyez bien que les frères musulmans veulent être partie prenante de la solution de l'islam, ou de la solution de l'islam de demain en France. Moi, je dis qu'il faut aujourd'hui analyser les choses objectivement et poser la question. Est-ce que l'islamisme, est-ce que le récit politique de l'islam, tel qu'on l'a connu, tel qu'il a été théorisé par les idéologues des frères musulmans depuis 1928, est-ce qu'il est compatible avec ce qu'on sait, ce qu'on a appris de ce qu'est la République française, de ce qu'est la Constitution, de ce qu'est la laïcité ou pas? Ma réponse est non. Maintenant, si le président fait un autre choix, il prend vraiment un grand risque, c'est-à-dire il va livrer la communauté musulmane plurielle. Je parle de communauté de foi parce qu'en France, il n'y a pas de communauté constituée, et tant mieux. Il va livrer le récit de cette foi qui a besoin d'être réformée, qui a besoin d'être dépoussiérée, qui a besoin d'être relue, révisée. Il y a même des choses qui doivent disparaître de ce récit parce qu'ils sont plus compatibles, parce qu'ils sont horodatés. Donc, tout ça, il faut poser la question, est-ce qu'en intégrant les intégristes au sein de la prochaine organisation de ce qu'on a entendu dire l'islam français, est-ce que c'est une solution pour l'avenir ou est-ce que c'est un grand risque? Moi, je crois que c'est un grand risque. En tout cas, des frères musulmans qui plaident le contraire. En tout cas, jusqu'à ce jour, il n'y a aucune décision de M. le Président de la République, qu'on soit clair. Jusqu'à maintenant, il y a des bruits de couloir par-ci, par-là, si on veut dire, hein. Donc, il y a des gens qui se présentent, qui parlent, chacun à sa manière, mais jusqu'à maintenant, la présidence de la République n'a pas dit un mot là-dessus, qu'on soit clair. Oui, c'est très important. On a vu quand même, on a vu la presse. Oui, mais ça reste la presse aussi. Ça reste la presse. Ça reste la presse. Qui a dit des choses que, par exemple, la loi 1905 n'est pas un texte sacré. On a entendu ça. Et ça n'a pas été démonté par l'Élysée. Maintenant, moi, je rappelle une chose. Si ma mémoire est bonne, dans le programme présidentiel d'Emmanuel Macron, il était écrit clair, noir sur blanc, qu'on ne touchera pas à la loi 1905. Ce n'est pas ce qu'on entend aujourd'hui. Aujourd'hui, on entend qu'il doit y avoir une modification, qu'on va amender la loi. Oui, mais avec tout le respect que je vous dois, M. Luizy, j'aimerais bien que vous sachiez une chose, comme je l'ai dit, moi je suis quelqu'un un peu pragmatique. Jusqu'à maintenant, il n'y a rien de réel et de concret de la part de la présidence de la République. Oui, il y a des dires, il y a même les trois représentants des religions monothéistes a été reçus par la présidence, par le Premier ministre, mais aussi de l'intérieur. Donc il y a un bouillonnement. Certes, il y a aussi l'intervention de ceux qui défendent la laïcité. Même sur nos ondes, il y avait l'intervention de M. Sakoun dans ce sens. Mais il n'y a rien de concret jusqu'à ce que l'islam de France soit organisé d'une manière apaisée à l'instar des autres religions. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire organiser l'islam. Franchement, je ne sais pas. Que l'on crée, ça je l'ai dit, j'ai participé
aux assises à la préfecture du Nord en septembre 2018. Et j'ai dit clairement que si on a besoin d'un organisme qui s'occupe du mobilier, de l'immobilier plutôt, des murs, etc., pourquoi pas un syndic des mosquées, pourquoi pas? Il va gérer l'eau, l'électricité, les chauffages, les tapis de prière, etc. Pourquoi pas? Maintenant, mettre à la tête de l'islam français une commission théologique qui va commencer à dicter le contenu de la foi et dire ce qui est islamique, ce qui ne l'est pas, ça je crois que l'esprit même de l'islam le refuse. Il n'y a pas d'église en islam, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de hiérarchie dans l'islam. L'islam, justement, comme moi je le comprends et je le vis au quotidien, c'est l'absence d'intermédiaire entre le croyant et Dieu. Donc, là, à ce niveau-là, M. Louis, je suis d'accord. Mais le souci qui se pose, moi, je me positionne dans la place de ces Français, de ces autres concitoyens, avec tout ce qui se passe, avec cet amalgame qui dit musulman, des terroristes, et en même temps, il est victime. Vous l'avez bien dit au départ, l'islam, les musulmans sont infiltrés, je ne vous parle pas de l'islam, les musulmans sont infiltrés par beaucoup de courants. Et il y a ceux qui sont des courants qui sont certainement pour une bonne pratique de l'islam, mais il y a d'autres avec des fins politiques, voire de domination. Donc il y a un réel problème entre le pour et le contre. Comment peut-on agir dans une situation qui est tout à fait opposée? Ce que je répète depuis au moins 2007, c'est que l'islam aujourd'hui, pas qu'en France, pas qu'en Europe, l'islam à l'échelle planétaire, là où il y a des musulmans, est une religion qui n'a pas suivi une introspection de l'intérieur, qui n'a pas encore suivi une réforme de l'intérieur. Parce que l'islam aujourd'hui, mais de quoi on parle au juste? Est-ce qu'on parle du texte coranique? Est-ce qu'on parle du patrimoine du XIVe siècle? Est-ce qu'on parle des sédimentations que chaque génération a rajoutées et que le musulman français aujourd'hui considère comme faisant partie de l'islam alors qu'ils n'ont rien à voir avec l'islam? Donc, il y a un travail intellectuel de réforme qui est entamé depuis un certain nombre d'années. Mais moi, je reste sur l'aspect, vous avez parlé de l'organisation, je reste sur cet aspect-là. Et je dis, cet aspect-là, il ne doit pas y avoir une confusion entre la gestion des lieux de culte au quotidien pour d'abord dépolitiser les lieux de culte musulmans, parce que la réalité aujourd'hui, c'est quand vous partez faire votre prière du vendredi, le prêche que vous entendez dans pas mal de mosquées n'a rien à voir avec un prêche cultuel. C'est souvent un prêche politique, sachant que la laïcité l'interdit dans l'article 26. Il y a un travail qui doit être fait par rapport à l'organisation. Là, je suis tout à fait d'accord. Là, il faut, je sais pas moi, des états généraux des lieux de culte pour en parler et trouver les moyens, poser la question du financement et poser la question qui fâche. Est-ce que l'islam en France a besoin de mosquées cathédrales, par exemple? Moi, à ma connaissance, non. Des petites mosquées à taille humaine suffisent largement. Mais la question de fond, c'est de quel islam parle-t-on? Et ce débat, ce n'est pas l'État de dire de quel islam parle-t-on. Il n'a pas le droit de dire voilà l'islam qui me plaît et voilà l'islam qui ne me plaît pas. Non, c'est pas le rôle de l'État. C'est le rôle aussi des musulmans, qu'ils soient intellectuels ou pas, de s'emparer, de s'approprier cette question, parce qu'il ne dépend pas que de la décision politique, elle dépend aussi de leur vécu au quotidien. Et de toute façon, je suis tout à fait d'accord avec vous. Aujourd'hui, musulmans, c'est synonyme de terrorisme, c'est synonyme de beaucoup de choses. Mais à un moment donné, il faut savoir aussi répondre à cette question. Et pourquoi on en arrive là? Et pourquoi on en arrive là aujourd'hui? Moi, j'ai appris de ne pas... quand vous pointez votre main droite pour désigner l'autre comme coupable de votre malheur, sachez qu'il y a 3 doigts de votre propre main qui vous pointent comme le seul coupable. Et je crois que même la vision de la responsabilité au sein du texte, c'est exactement ça. On a l'impression qu'aujourd'hui, que le musulman, il est victime de tout, il est coupable de rien. Moi, je ne dis pas qu'il est coupable de tout et victime de rien. Non, ce n'est pas ça mon point de vue. Mais je dis simplement, il faut aujourd'hui nous responsabiliser. Quand je dis nous, les citoyens musulmans français, nous responsabiliser pour dire, voilà, notre islam, il est pluriel, il est divers, il n'a aucune revendication politique, il est respectueux de la loi 1905, etc. Et mettre devant leurs responsabilités tous ces idéologues de la haine,
tous ces idéologues de l'islamisme qui veulent s'en prendre à la laïcité, s'en prendre à la Constitution, s'en prendre aux lois qui établissent l'égalité femmes-hommes. Donc, si j'ai bien compris, M. Louisi, pour vous, le CFCM, il ne sert à rien. Non, le CFCM, il peut jouer le rôle de syndic des lieux de culte. Un syndic. Ce rôle. D'accord. Moi, je plaide pour ça. Mais que l'AMIF, par exemple, d'Hakim El-Karoui, devienne, ou l'une de ses commissions devienne l'autorité religieuse, théologique, qui va dire aux musulmans français, aux Français musulmans, voilà ce qui est compatible avec ça, je trouve qu'on va un peu loin, qu'on va au-delà, contrairement même à ce qu'est l'islam dans ses fondements, c'est-à-dire il n'y a pas d'église, il n'y a pas de grand imam, Chez les chiites, ça existe. Ça correspond à leur vision dogmatique. Chez les musulmans qui ne sont pas chiites, cette vision n'existe pas. Et quand vous regardez au-delà des divisions doctrinaires et jurisprudentielles, au-delà de tout ça, quand vous regardez le texte en soi, il n'y a pas l'islam en tant que tel, c'est une libération de l'espace entre le croyant et Dieu. Je n'ai pas besoin d'un cheikh tous les matins qui va me dire comment je dois manger, comment je dois marcher, qu'est-ce que je dois dire en rentrant. Je n'ai pas besoin de ça. Parce que ça concerne ma vie privée. Bien. Maintenant, la société doit récupérer une créance que j'ai vis-à-vis d'elle. Et cette créance, il faut que je sois quelqu'un de produit le bien et qui répond le bien. Monsieur Louisi, est-ce que vous croyez les musulmans, d'accord, parce que tout le monde n'est pas assez bien informé sur la question, et comme vous le savez, d'un pays à un autre, il y a des explications. Est-ce que vous croyez que le musulman vivant en France, d'accord, qui a un impact assez important en Europe, et il est apte à ce que vous êtes en train de dire? Écoutez, moi, quand avant de quitter les frères musulmans, j'étais pas apte à entendre ce que je dis aujourd'hui. C'est une évolution. Mais le débat doit s'ouvrir. Le débat doit être possible. Au sein même des salles de prière, au sein même des mosquées. Ce débat, il est interdit aujourd'hui quasiment, parce que les salles de prière, les grandes mosquées, ce qu'on appelle les mosquées cathédrales, sont gérées par des organisations très politisées, très liées. Vous parlez tout à l'heure de l'islam consulaire, on a pris l'habitude de parler de l'islam consulaire marocain, algérien, tunisien, turc, oui. Mais on oublie l'islam consulaire qatari. Parce qu'il y a un islam consulaire qatari. Et cet islam consulaire qatari, lui, il privilégie les frères musulmans. Donc, tant que le musulman, le fidèle lambda, ne se dresse pas contre ces idéologues qui veulent instrumentaliser la foi musulmane à des fins politiques, tant qu'ils ne se lèvent pas, je crois que l'on ne va pas être audible. Maintenant, si demain on m'invite dans une mosquée pour animer un débat avec des jeunes ou avec des personnes âgées, etc., le débat sera lancé dans le respect et les gens comprendront contre ce qu'on leur raconte depuis une trentaine d'années et ce qu'est la réalité du débat interne en islam, notamment dans les pays arabes. C'est quand même très intéressant. Aujourd'hui, quand je parle avec la jeunesse française de foi musulmane, je suis un peu surpris que pour eux, l'islam tel que Amar Lasfar ou Liu Yaf, ils le disent tous les vendredis sur les minbars, ils ont l'impression que c'est ça l'islam. Quand je leur dis, écoutez, ça c'est un récit de l'islam, c'est le récit politique de l'islam. Mais le récit politique de l'islam, c'est juste le récit qui a pris le dessus depuis la nuit de la mort du prophète, sur tout le reste. Mais il n'y a pas que le récit politique. Le récit politique, on voit les dégâts qu'il a produits aujourd'hui. Mais il y a d'autres récits. Parfait. Qui n'ont rien à voir avec la politisation de la foi. Parfait, M. Mohamed Louisi. Il faut bien préciser à notre auditoire que Mohamed Louisi, franco-marocain, ingénieur électrotechnicien de métier et essayiste engagé dans les débats de société. Donc, je vous dis merci et je vous dis à une autre... avoir permis cette prise de parole. Écoutez, le débat il est ouvert à tout le monde, comme on l'a dit depuis toujours. L'émission Arc-en-Ciel, sa crédibilité, et c'est ça, c'est d'ouvrir le débat à tout le monde. Et c'est un lieu de débat, celui qui souhaite
s'exprimer, mais s'exprimer d'une manière respectueuse, mais aussi constructive, il a le bienvenu quand il le souhaite. Merci en tout cas, M. Mohamed Louisi, par rapport à cette intervention fort intéressante. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Arc-en-ciel. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel.